Bienvenue à cette journée à la Maison d'Italie. En effet, le débat de ce matin, la conférence de débat, fait part d'un ensemble qui s'appelle l'Université de la Paix, qui est arrivé à la 3e édition, et dont cette année, en 5 jours, on débat sur des thèmes tout à fait différents, mais toujours visés vers le thème de l'innovation et de la paix. Alors, la Maison d'Italie a choisi le thème de l'eau. L'eau, ça fait partie d'un des thèmes cruciaux, si on veut, de la planète, car l'eau, on entendra dire, elle n'est pas infinie, mais l'eau est un problème qui concerne tout le monde. Concerne tout le monde et concerne, dans le cadre de l'innovation, aussi le problème de la coopération, car la table ronde s'est fait intitulée Coopération et paix, parce que beaucoup de cours d'eau, de rivières, de mers, d'océans, en réalité n'appartiennent pas à un seul pays, mais à plusieurs pays. Et donc, on a pensé de parler de la table ronde d'aujourd'hui, en effet, en essayant de voir quels sont les problèmes liés à l'innovation et à la coopération. Donc, moi, je remercie les participants à la table ronde, que M. Toscano va présenter lui-même dans un moment. Je présenterai en 2 mots Alberto Toscano, qui nous fait le plaisir et la sympathie d'être là aujourd'hui. Il est un ancien résident de la cité universitaire, qui était en brassage à la maison des États-Unis, de l'Allemagne, la maison de l'Allemagne. On lui souhaite en plus bon anniversaire, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, donc merci d'être là. Et merci d'être là d'autant plus parce que avec la journée de l'Europe aujourd'hui, il sera appelé par RFI dans le premier après-midi. Donc Alberto Toscano, qui est un journaliste, qui est bien connu en Italie et en France, il vit en France depuis 30 ans, mais on le voit souvent sur la radio-télévision italienne et même il passe souvent sur les médias français, surtout sur France Inter, France Info et sur d'autres chaînes. Surtout, il a été président de la presse étrangère pendant 2 ans. On l'avait vu alors, je me rappelle, souhaiter bonne année à M. Chirac, qui était président de la République. Il a gagné pas mal de prix, le prix de la Maison de l'Europe, le prix de l'Europe, donc, car en plus qu'être journaliste, il est aussi écrivain, il a écrit pas mal de livres, et il a une récolte magnifique de journaux de bord. Donc, ce sera M. Toscano qui va modérer notre journée. Mais avant de commencer, je voudrais remercier 2 personnes en particulier. Son Excellence l'ambassadeur Magliano, ambassadeur d'Italie, qui nous fait le plaisir lui aussi d'être là aujourd'hui, malgré les engagements sur l'Europe. En effet, je pense qu'il devra nous quitter un peu avant la fin de notre débat. Et le président de la cité universitaire, M. Pochard, qui a un tour de force parce qu'il assiste pratiquement à tous les débats de la journée. Donc merci à tout le monde, merci aux présents. Et avant de commencer, je donne la parole à M. Magliano, que je pense qu'il veut donner un message. Merci, cher professeur Giacone. Quelques mots d'introduction. Tout d'abord, merci, Monsieur le Président de la Cité universitaire, pour être ici parmi nous. C'est une journée spéciale, bien sûr, pour l'anniversaire de Alberto Toscano, et je m'associe. Il s'avère aussi que c'est le 60e anniversaire des traités de Rome, et donc c'est une journée toute particulière qu'on célèbre à Rome avec un sommet, avec une déclaration qui va esquisser les prémices pour une nouvelle phase de la construction européenne, et qui est célébrée dans toutes les capitales européennes, notamment ici à Paris, et en ce moment à la mairie sur le parvis, l'après-midi, début d'après-midi au Quai d'Orsay avec le ministre Roy, hier était à la mairie encore avec le ministre Le Foll avant-hier, toutes des occasions auxquelles bien sûr je participe et je porte un message italo-européen. Et le thème d'aujourd'hui sur l'eau, c'est quelque chose certainement quelques considérations, et après le panel,
le président de HydroAid, mais surtout l'ambassadeur Cavalchini, avec son expérience, pourra se pencher sur le sujet, avec l'ambassadeur Leo et le professeur Belluto, qui a, j'ai vu dans la présentation, travaillé plusieurs années sur ce sujet. L'eau, quelques réflexions. L'eau, c'est le début de la vie. Ceux qui ont fait quelques études je dis, au lycée savent que sans l'eau, il n'y a pas de vie, dans le sens vie organique avec les espèces humaines. Et dans l'espace, on voit quand la sonde Rosetta se balade dans l'univers et arrive sur une comète, elle cherche l'eau. On cherche de voir s'il y a un peu d'eau glacée sur la planète de Mars pour éventuellement le coloniser. Ce sera une autre colonisation par rapport à notre planète, et c'est le début de la vie. L'eau est aussi le début de la pensée philosophique. Les quatre éléments, autant d'Héraclite ou d'Empédocle, l'eau, l'air, la terre, le feu. Et c'est la prémisse de la paix, c'est bien dit, et c'est intéressant ce colloque. La civilisation, non seulement physique, est née de l'eau et du cycle de l'air, mais la civilisation humaine, la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, les Sumères, c'est autour de l'eau. Le Gange, l'Inde, c'est autour de l'eau. Le Nil, les Jésuitiens, c'est autour de l'eau. Et donc, l'eau, c'est le début de la civilisation, aussi dans le sens de la société. Et c'est pendant de savoir, c'est toujours d'actualité, parce que la coopération régionale étant une ressource qui n'est pas infinie, est la prémisse de la paix. Au Moyen-Orient, on dit que le pétrole c'est important, mais dans les décades et les années à venir, c'est autour de l'eau que se refait une stabilité et une paix durable. C'est aussi l'eau une question de régime international. Alors là, la communauté internationale, donc les diplomaties, au sens large du terme, sont impliquées de plus en plus depuis 25 ans. Depuis peut-être le congrès de Rio. Pourquoi? Pour une raison très simple. L'eau, il y a des usages civils, il y a des usages industriels. Pour les usages civils, il faut que ce soit propre. Donc il faut un cycle qui évite les gaspillages. Les usages industriels, la même chose. Et il faut savoir qu'il y a au moins 600 millions d'habitants dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et là, on va sur les basic needs, les droits fondamentaux de l'homme. Et donc, il faut une coopération internationale pour gérer l'eau en tant que bien commun. Ce n'est pas quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui a une valeur, et la valeur, ça appartient à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle des régimes internationaux. C'est comme réglementer les espaces aériens pour les atterrissages des avions. La même chose, c'est l'eau, c'est la gestion d'un système, et il y a des règles, notamment quand on pense à l'accord de Paris sur le changement climatique. En fait, la question de l'eau est centrale sur cela, parce que ça fait partie d'un cycle. Et la coopération sur l'eau, donc, c'est aussi une des questions centrales du développement durable. Voilà donc deux dimensions. Une dimension internationale globale, le régime de la gestion de l'eau bien commun, et une région locale, l'eau, les cours d'eau, l'accès à l'eau pour les grandes artères de l'eau, et donc la stabilité de la paix. Sur ces deux axes, j'imagine, on va réfléchir ce matin, et donc je termine en remerciant encore la Maison d'Italie pour être toujours active dans les débats qui sont culturels, mais en fait ce sont des participations, des responsabilités des citoyens. Merci. Grazie e merci. Grazie et merci à Roberto Giacone et à la Maison d'Italie. Je dis seulement une chose personnelle, si Roberto tu me permets. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être ici, ayant passé une année à la cité universitaire entre 1977 et 1978. Et quand on entre à la cité universitaire pour une période, et Monsieur le Président de la cité universitaire le sait très bien, on est attaché à ces lieux. Il y a comme une atmosphère extraordinaire ici, et on se sent pour toute la vie fils de la cité universitaire, à plus forte raison si on a la chance ensuite de venir travailler à Paris. Et
Merci beaucoup à l'ambassadeur Giandomenico Magliano pour ce qu'il vient de dire et pour son introduction qui était tellement claire et me permet d'éviter d'essayer de dire quelque chose sur la matière de cette discussion. Donc ma tâche fondamentale est d'animer et de modérer une discussion que les participants savent parfaitement modérer tout seuls. Donc je serai quelque part, je ne dis pas au chômage, mais disons que mon rôle sera très facile à exprimer. Et je dois par contre me consacrer à la présentation des intervenants à cette table ronde. Tout d'abord le docteur à la droite Gianluca Berruto, qui après un master en relations internationales et une expérience à l'international dans le secteur privé, a participé en 2005-2006 à une mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, et il va, j'espère, nous parler un peu de ce que le problème de l'eau signifie dans cette réalité concrète. Il a intégré ensuite l'Institut international de loi humanitaire de San Remo, en Italie, où il est actuellement l'un des responsables, Program Manager. Avec désormais plus de 10 ans d'expérience professionnelle, 10 ans c'est beaucoup pour son âge, mais disons pour les autres, certains d'autres dans cette salle, ce n'est pas énorme, mais bravo pour lui, pour ces 10 ans déjà à son âge si jeune. Dans le domaine des relations internationales, il a souvent comme interlocuteur des représentants de gouvernements et d'organismes internationaux. Et à ma gauche, je peux le dire, mon ami Luigi Guidobono Cavalchini, ambassadeur d'Italie à Paris dans une période très sensible, comme la période 91-95. Ensuite, là j'ai vraiment pas besoin de lire, parce que je crois connaître ensuite représentant permanent d'Italie auprès de l'Union européenne, avant, pendant une période longue, intense, et avec une activité qui a marqué, je crois, même les relations internationales et l'histoire italienne, directeur de cabinet, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères Giulio Andreotti pendant 20 ans. Hein? 10 ans. Mais c'était par exemple la période où on a trouvé l'accord de Maastricht à 91, on a préparé l'accord de Maastricht, parce qu'au moment de l'accord de Maastricht, peut-être l'ambassadeur Cavalchini était déjà à Paris, mais on a préparé l'accord de Maastricht, le moment où il y a eu la chute du mur de Berlin. Et à ma droite, un autre ambassadeur italien très connu et en particulier grand connaisseur de ce qui sera objet de la discussion d'aujourd'hui, l'ambassadeur Giancarlo Leo, qui, après une maîtrise de droit à l'Université de Rome, entre dans la carrière diplomatique en 1968. Par la suite, il a occupé plusieurs postes à l'étranger, et notamment à la représentation permanente auprès des communautés européennes à Bruxelles, à Tel Aviv et ensuite à Moscou. En 1984, a été le premier conseiller à l'ambassade d'Italie à Paris. Dans l'administration centrale italienne, il a été en particulier directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence du Conseil des ministres. Devenu chef de la représentation permanente d'Italie auprès de l'UNESCO à Paris, de 1993 à 1998, il a obtenu sa dernière nomination à l'étranger à Varsovie, où il a été ambassadeur d'Italie de 2001 à 2006. Et je veux souligner enfin le fait que l'ambassadeur Cavalchini est président de l'association HydroAid et qui a un rôle fondamental dans le secteur qui est objet de notre conversation d'aujourd'hui. Alors, sur la base des accords qu'on a trouvés hier soir lors d'une rencontre très amicale, je me permets de donner la parole à l'ambassadeur Giancarlo Leo pour la première intervention, en demandant à chacun de faire un premier tour d'intervention, disons d'un quart d'heure, qui sera suivi
second tour d'intervention d'un quart d'heure. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre, et en particulier merci Renato Giacone qui déploie une activité tout à fait remarquable pour la bonne réussite de la mission de la Maison de l'Italie. Et l'ambassadeur Magliano, d'ailleurs, dans son introduction, il a dit l'essentiel de ce que je voulais dire, d'une façon très synthétique, mais très efficace. Donc, j'essayerai d'ajouter quelques éléments. Pour encadrer un peu le problème de l'eau. Quelle est l'eau? Qu'est-ce que ça représente, la ressource eau? Et pour une heureuse coïncidence, notre rencontre d'aujourd'hui se situe au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Et à cette occasion, le 22 mars dernier, a été présenté à Genève l'édition 2016 du rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, intitulé « L'eau et l'emploi ». Et selon ce rapport, 78% des emplois au monde dépendent des mesures plus importantes ou plus modérées, et de toute façon dépendent de l'eau. 78% de l'emploi. Donc la question de l'eau est une des plus complexes, sinon la plus complexe des problématiques du développement durable, comme justement soulignait l'ambassadeur Magliano il y a un instant. Il s'agit d'un problème qui couvre un grand éventail de disciplines et qui a donné lieu à une littérature de grande ampleur. Et je me limiterai à quelques points que je traiterai d'une manière aussi synthétique que possible. Alors, première question. Quelles sont les caractéristiques de l'eau par rapport aux autres ressources de la planète? L'eau est indispensable à la vie et elle n'a pas de substitut. L'eau est omniprésente sur la Terre en recouvrant 70% de la surface. Mais sur à peu près 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau douce qu'abrite la planète, 96,5% est constitué des eaux océaniques inutilisables pour les usages humains. Et du 3,5 restant, la quantité d'eau douce utilisable pour les activités humaines, ce qui ne veut pas dire pour eau potable, représente près de 0,8 du total de l'eau présente. 0,8. Et si l'on additionne les quantités d'eau douce disponibles sous toutes les formes, on arrive à une estimation totale de 15 000 km3 d'eau douce disponible chaque année, à savoir près de 500 litres d'eau par personne au plan mondial. On pourrait donc penser que l'eau est donc abondante. Mais l'abondance apparente à l'échelle globale doit être confrontée à une répartition inégale. 9 pays, Brésil, Colombie, Russie, Inde, Canada, États-Unis, Indonésie, Congo et Chine, se partagent 60% des ressources d'eau douce. Et en même temps, on trouve dans certains pays considérés comme abondants ou non, des régions dévastées par le manque d'eau, comme en Inde. Ce qui porte à un premier constat, l'accès à l'eau est plutôt un problème local et non pas global. Autre caractéristique de l'eau, l'eau est disponible en quantité parfaitement fixe à l'échelle planétaire, est présente dans toutes les composantes de l'espace terrestre et se renouvelle sans cesse par un cycle continu d'évaporation, précipitation et de ruissellement, couramment appelé le cycle de l'eau, qui dicte la distribution des ressources dans le temps et dans l'espace. Donc l'eau a une qualité fixe. Il n'y a pas de l'eau qui peut s'ajouter à d'autres eaux existantes. Les activités humaines peuvent donc puiser dans une réserve perpétuellement renouvelée. Ceci au plan global. Mais il faut souligner que si l'eau est disponible au plan global, l'accès à l'eau se pose d'une manière différente et comporte beaucoup de limitations pour différentes raisons qu'on n'a pas la possibilité d'analyser ici en profondeur. L'impact du changement climatique, l'inégalité de répartition de l'eau parmi les différents pays et à l'intérieur des pays, inégalité en termes de capacité à en faire un usage efficace. On pourrait dire que l'inégalité dans la répartition est une caractéristique propre de toutes les ressources naturelles, comme par exemple le pétrole.
Donc 90% des ressources se trouvent dans 15 pays, sans empêcher pour autant la consommation au niveau global. Le fait est que l'eau est trop lourde et volumineuse pour faire l'objet d'échanges internationaux significatifs dans des conditions de rentabilité économique. Quels sont les usages de l'eau au plan mondial? Premièrement, l'agriculture, qui représente environ 70% des prélèvements d'eau. L'industrie, 20%, les usages domestiques, 10%. Or, entre 2011 et 2050, la population mondiale devrait augmenter de 33%, passant de 7 milliards à 9,3 milliards. Et la demande alimentaire augmentait de 70% au cours de la même période. Il est prévu, en outre, que les populations vivant dans les zones urbaines seront quasiment multipliées par 2, passant de 3,6 milliards en 2011 à 6,3 milliards en 2050. Les villes des pays en développement regroupant plus de 80% de la population urbaine à cette période. Et le scénario des perspectives mondiales de l'environnement dressé par l'OCDE en 2012 estime que 2,3 milliards de personnes de plus vivront dans des zones subissant un stress hydrique grave, notamment dans le nord et le sud de l'Afrique et en Asie centrale et du Sud. Pour satisfaire l'augmentation des besoins en nourriture prévue, comme je viens de dire, de l'ordre de 70% d'ici 2050, sera nécessaire la mobilisation de quantités d'eau supplémentaires allant de 4500 à 5500 km3. Et on estime que pour faire face à ces besoins, c'est 330 millions d'hectares qui devraient être irrigués d'ici 2050. L'augmentation de la demande d'énergie estimée à plus d'un tiers entre 2010 et 2035, elle aussi grande consommatrice d'eau, devrait également se renforcer. Et il faut se souligner dans ce contexte qu'à l'heure actuelle, on estime que 1,8 milliard de nombre de personnes qui n'ont pas accès à une eau apte à un usage humain. Comment faire face donc aux grands défis déterminés par les situations que je viens d'esquisser, des questions plutôt complexes? Comment assurer donc la gestion de l'accès à l'eau? Alors, normalement, la gestion des ressources rares se réalise selon un des principes fondamentaux de la science économique, à savoir l'articulation entre l'offre et la demande de cette ressource par le biais d'un prix de marché. Mais l'offre d'eau n'est pas ajustable selon les mécanismes de l'offre et de la demande, étant donné, comme j'ai déjà dit, que les quantités d'eau sont fixes, dictées par le cycle de l'eau, et que par conséquent, on ne peut pas produire de l'eau, et qu'on ne peut pas véritablement découvrir de nouveaux gisements, comme pour le pétrole, selon la rentabilité dictée par le prix. Il y a d'autres pistes qu'on peut parcourir et que je me limiterai à mentionner sans entrer trop dans le détail. Premièrement, l'amélioration de l'accessibilité aux ressources en eau dites conventionnelles, les eaux superficielles et les eaux souterraines, par augmentation des capacités de stockage des flux, en premier lieu à travers la construction de barrages. Le barrage le plus ancien, je remarque, a été construit en Égypte en 2700 avant Jésus-Christ, donc ce sont des infrastructures très anciennes. Et c'est la Chine qui possède aujourd'hui presque la moitié des 45 000 barrages édifiés dans le monde. La deuxième possibilité consiste dans l'amélioration de la gestion des stocks disponibles, donc une utilisation raisonnable des ressources souterraines, le recharge des aquifères. Les aquifères sont les grands réservoirs d'eau qui se trouvent au-dessous de la Terre, et transfert des ressources en eau entre bassins hydrographiques. Et à cet égard, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le gigantesque projet chinois de détournement des eaux du Yangtze du sud au nord par des canaux de 1200 km chacun, ainsi que le projet du Dead Red Canal, le canal qui devrait aller de la mer Rouge jusqu'à la mer Morte, sur laquelle je me réserve de dire encore quelques mots tout à l'heure.
Autre possibilité encore consiste dans le meilleur usage des précipitations, soit en agriculture, soit pour les rendre plus accessibles aux usages domestiques et industriels. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'accessibilité aux ressources dites non conventionnelles, il existe deux moyens, le recyclage des eaux usées et les dessalements de l'eau de mer. Le recyclage permet, après traitement, de réorienter des quantités d'eau déjà utilisées vers d'autres usages. Même si cette technique permet actuellement de ne réutiliser que 2% de l'eau traitée dans le monde, ce qui d'ailleurs n'est pas une quantité négligeable, elle pourra jouer un rôle de plus en plus important en agriculture. En Israël, près de la moitié des besoins agricoles sont couverts par les eaux urbaines recyclées. La ville de Mexico traite 100% de ses eaux usées pour l'irrigation de 85 000 hectares de culture. Une autre technique importante est le dessalement de l'eau de mer. Une technique au potentiel extraordinairement important, mais pour le moment trop coûteuse à exploiter. Aujourd'hui, 40% de l'eau dessalée dans le monde vient des 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Le Qatar obtenant la quasi-totalité de ses ressources en eau de dessalement. Une autre méthode de dessalement, parce qu'il y a deux méthodes de dessalement qui sont suivies, mais je n'entre pas dans un détail tellement technique. Une autre méthode de dessalement suivie ailleurs fait en sorte que les États-Unis et l'Espagne comptent respectivement pour 13% et 8% de la production mondiale grâce à ce moyen. Donc les méthodes de gestion des ressources en eau que je viens de mentionner, auxquelles il faut ajouter les efforts pour augmenter la productivité des usages de l'eau en réduisant le gaspillage dans tous les secteurs d'activité, sont donc nombreuses et constituent des pistes intéressantes pour répondre aux défis auxquels nous devons faire face. Donc ceci au plan national et au plan des différentes méthodes qu'on peut suivre pour assurer l'accès à l'eau dans le futur. Mais, et ce sera ma dernière considération de ma première intervention, n'importe quelle solution technique, même les plus sophistiquées, ne pourrait venir au bout des problèmes liés à la rareté des ressources, de la ressource eau, si la coopération et la solidarité internationale n'arrivaient pas à l'emporter sur les conflits potentiels qui pourraient marquer l'avenir plutôt sombre qui nous attend. Je donne la parole à l'ambassadeur Luigi Guido Bono Cavalchini, qui est, je le rappelle aussi, président de l'association HydroAid et qui est membre du conseil d'administration de la Maison d'Italie de la Cité internationale de Paris. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par quelques brèves observations, considérations au sujet de l'eau. Avoir accès à l'eau aujourd'hui est devenu un enjeu économique et politique important à l'échelle planétaire. Il faut être bien conscient que les problèmes que nous avons devant nous aujourd'hui sont les suivants. Bien que la surface de la Terre soit constituée à 71% d'eau, moins de 3% des réserves sont de l'eau potable, dont 2,2% est renfermé dans les glaciers et dans les nappes phréatiques. Il ne reste donc que 1% d'eau sur Terre pour répondre aux besoins de 7 milliards d'êtres humains. Et 9 pays se partagent à peu près sur la Terre 60% des réserves d'eau mondiale. 28 pays souffrent des pénuries chroniques et 80 pays de pénuries, je dirais, ponctuelles d'eau. Donc, 1,5 milliard de personnes dans le monde sont privées d'accès à l'eau potable.
Et au cours de 60 dernières années, l'eau a été la cause de conflits armés dans 40% des cas. Et je dois dire aussi que, vous le savez, que les conflits, les tensions d'eau naissent du fait qu'il y a des cours fluvieux transfrontaliers. Et plus exactement, il y a à peu près 263 cours internationaux de l'eau qui posent évidemment des non-problèmes. Nous sommes aussi un tout petit peu lointains de ces contemplations poétiques qui poussaient par exemple un grand poète, François Pétrarque, à parler de la fontaine de Vaucluse en Provence, qui parlait de ces eaux comme des eaux claires, fraîches et douces. Ou bien, comment ne pas mentionner ce fleuve qui a été, disons, inspiré Frédéric Mistral en 1897 avec son poème du Rhône qui, comme a été bien écrit, vivifie, domine de sa voix une des plus belles légendes d'amour de toute littérature. Malheureusement, si nous venons à ces considérations que j'ai faites, je dois dire qu'il faut beaucoup réfléchir, aujourd'hui surtout, à la coopération dans le domaine de l'eau. Et cette coopération, je le dirai tout à l'heure, ne concerne pas seulement les pays qui sont directement intéressés parce que ce sont des pays qui se situent dans les bassins des grands cours d'eau internationaux. Je crois que la coopération que nous devons prétendre, c'est une coopération qui s'élève au niveau mondial, au niveau des communautés des États. Alors, j'avais pensé qu'il fallait quand même se poser un problème. Quelles leçons tirer de ce qu'on appelle les guerres de l'eau? Les guerres de l'eau ont une histoire très lointaine. Les premières guerres de l'eau, je dirais une guerre qui a duré beaucoup plus que 100 ans, et une guerre qui se pose à l'époque, l'ambassadeur Maliano l'a rappelé, qui se pose au 3e millénaire avant notre ère. À l'époque, disons, des cités-États de la basse Mésopotamie, et dans lesquelles les rivalités pour l'accès à l'eau et le contrôle des réseaux de canaux artificiels provenant surtout du fleuve Euphrate avaient joué un rôle déterminant pour la survie des populations concernées. Je pourrais parler de la guerre qui a duré vraiment une trentaine d'années et dont nous avons une mémoire au Palais du Louvre, dans la stèle de vautours, de ces oiseaux de proie qui étaient tombés sur les cadavres de l'armée de la ville d'Huma, qui avait à un moment donné été l'objet d'un grand débat, disons d'un conflit armé avec une autre ville, la ville de Lagash, et qui avait pour objet le contrôle d'un territoire hyper irrigué qui se trouvait entre ces deux villes. La stèle de vautours contient l'histoire de cette guerre. Et au Louvre, il y a aussi le Code d'Hammurabi, ce roi qui avait, au XVIIIe siècle de disons, avant notre ère, qui avait construit un grand empire qui comprenait les deux bassins du Tigre et de l'Euphrate, qui rejoignait jusqu'à Ninive, et
Hammurabi avait fait beaucoup pour aider les populations de son empire à gérer d'une façon, disons, raisonnable et satisfaisante l'eau de l'Euphrate et du Tigre. Le code d'Hammurabi, qui est conservé au Louvre, a beaucoup de prescriptions au sujet d'un emploi raisonnable de l'eau, de la création des réseaux sous son règne. Des réseaux, des canaux avaient été construits à l'époque. On les appelait Hammurabi, l'abondance des peuples. Parce que Hammurabi avait fait véritablement, créé des canaux très importants dans ces deux bassins. Mais aussi, je dois dire qu'il y a des documents récents qui nous rappellent que le roi Hammurabi était évidemment un roi très sage, mais quand même, quand il s'agissait de maintenir l'unité de l'Empire, bon, quelquefois, il se servait de l'eau aussi pour inonder les villes et les détruire, des villes qui n'étaient pas vraiment tellement amies de ce royaume de Babylone. Malheureusement, pour arriver à nos jours, vous savez très bien que les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, constituent des fleuves qui sont des fleuves transfrontaliers, sont de fleuves qui trouvent leur source en Turquie, dans l'Anatolie méridionale, et qui descendent en Irak et puis de l'Irak arrive à travers Damas, arrive dans le Châtel arabe. Et dans les années 80 de cette ère, par exemple, le gouvernement d'Ankara avait pris une grande initiative qui s'appelle le GAP. En turc, ça veut dire le grand projet anatolien. Il s'agissait de créer en Anatolie, et on le fait, 22 barrages. Les plus importants sont les barrages Atatürk et de Karakaya, et de créer 17 centrales électriques. Vous donnez l'électricité à des populations de l'Anatolie méridionale qui étaient des populations qui avaient, disons, un teneur de vie très bas. Mais cela avait créé de gros problèmes, surtout à Damas et à Bagdad, parce que ces deux gouvernements s'étaient à un moment donné aperçus que la construction de grands réservoirs en Anatolie, sur l'Euphrate surtout, avait eu comme conséquence que pendant quelques mois, dans le bassin de l'Euphrate ne passait plus l'eau, ce qui avait créé des grandes protestations, évidemment dans la région. Mais si nous passons puis du Moyen-Orient à l'Afrique, nous nous trouvons dans ce bassin du Nil. Le Nil est un des bassins les plus grands au monde, après le Rio des Amazones. Et le bassin du Nil comprend 11 pays, parmi lesquels l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, et bien d'autres, comme le Rwanda, la Tanzanie, etc., et le Soudan. Alors là, en 2011, quand l'Éthiopie a voulu construire, pas trop loin du lac de Tana, avait voulu construire un grand barrage sur le Nil bleu. Le Nil a deux importants affluents, le Nil bleu qui arrive du lac de Tana, et l'autre source se trouve en effet dans le lac Victoria. Les deux fleuves se rejoignent, le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent à Khartoum, donc dans le Soudan.
Mais quand l'Éthiopie a voulu construire en 2011 ce grand barrage, eh bien, le président de l'Éthiopie, à l'époque, M. Morsi, avait menacé de déclarer la guerre à l'Éthiopie. Et c'est seulement après le coup d'État de 2012 qu'on est parvenu à trouver une sorte d'entente entre l'Éthiopie d'une part, le Soudan et l'Égypte de l'autre. On avait pris acte de la construction de ce grand barrage, mais à une condition, c'est-à-dire pour le Soudan et pour l'Égypte, que ce barrage n'ait comme conséquence de réduire l'eau qui arrive au Soudan et en Égypte, et qui a des conséquences énormes, non seulement du point de vue de l'énergie électrique du barrage d'Assouan qui avait été à l'époque construit par les Soviétiques, mais surtout parce que, comme vous le savez, le 91% de l'Égypte, c'est sablonneux. Et alors, l'idée, évidemment, de ne pas pouvoir avoir l'eau pour l'irrigation de ces territoires est devenue un objet, un contentieux très important. Et aussi, pour ce qui concerne le problème que nous avons aujourd'hui, qui sont très graves, les problèmes du Proche-Orient, du fleuve Jourdain, je dis seulement qui était à la base de la guerre des 6 ans de 1967. Une guerre qui évidemment avait aussi d'autres causes, surtout évidemment le problème de la patrie palestinienne, qui avait eu le problème du nationalisme après, disons, la prise de pouvoir de Nasser en Égypte, et après le fait que que Damas était en train d'appuyer Fatah dans les territoires palestiniens. Mais là aussi, il y avait un problème des sources du Jourdain. Et au fond, après la guerre des 6 ans, Israël, qui était un pays qui était en aval de ces fleuves, devient, à travers surtout l'occupation du Golan et l'occupation de la Cisjordanie, devient un pays qui se trouve en aval. Et notons bien que le Jourdain, la Transjordanie est importante pour Israël et aussi bien pour les pays qui sont sous l'autorité nationale palestinienne, parce qu'en Transjordanie, il y a beaucoup de nappes phréatiques. Il y a une énorme nappe qui a 350 000 mètres cubes d'eau et qui s'y trouve plus ou moins pas trop loin, il n'est pas trop lointain du lac des Tibériades. Donc, on voit que l'eau est la cause de grandes tensions là où cette eau doit être partagée par des États qui ont des politiques différentes. Pour certains États, le problème, évidemment, c'est d'avoir de l'énergie qui vient de l'eau. Pour d'autres États, il s'agit d'irriguer les eaux. Mais voyons par exemple, et nous parlons de l'époque présente, de ce qui se passe maintenant au Proche-Orient. Alors, nous avons des guerres, des conflits qui ont porté à détruire des établissements qui servaient à gérer l'eau, des chaînes de pompage. Et le Daesh, dans ces pays, a fait des désastres énormes. Et alors, on se demande, et ça, c'est le premier problème, si c'est le fait de ôter à certaines populations
la possibilité de survivre à cause de la destruction des canaux qui doivent irriguer et qui sont porteuses d'eau potable, cela ne joue pas dans un certain moment le droit humanitaire. Et alors, je voudrais rappeler à ce propos le protocole de 1967, le protocole de Genève de 1967, qui a deux articles, l'article 54 et l'article 505, qui concernent, le premier, la protection des populations qui s'y trouvent sans eau à cause des guerres. Et l'article 55 qui concerne l'environnement et surtout la possibilité, évidemment pour certaines populations, de vivre dans des situations, je dirais, un tout petit peu normales. Et en 1991, le secrétaire général des Nations Unies avait demandé à une commission, à la commission des souverainetés, de l'Assemblée internationale de souveraineté, de se pencher sur ce problème. Quel est le problème? Est-ce que la souveraineté des États est une souveraineté inébranlable? On doit admettre à un moment donné qu'il peut avoir aussi une responsabilité de la communauté internationale d'intervenir dans les cas où certains États, en ôtant, en privant les populations de l'eau, ne vient un tout petit peu à créer une atteinte à la survie des populations. Et c'est pour cette raison, en effet, qu'on parle d'une responsabilité de protéger, une responsibility to protect, c'est le terme qui est employé évidemment aux Nations Unies, vis-à-vis d'une action collective de la communauté internationale qui doit être, disons, à un certain moment mis en cause à travers une décision du Conseil de sécurité. Et je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, cher ambassadeur Carocchini, pour cette explication très, très intéressante. En particulier, j'ai retenu l'importance de ce moment dont tout le monde parle, la guerre de 6 jours de 1967, quand l'élément eau n'a pas été au centre des commentaires des médias, et par contre, grâce à cette explication, on apprécie le degré d'importance que cet élément, le partage des sources d'eau, a eu lors de cette crise internationale. Il y a eu... On entend? Oui. Et je me permets de rajouter, avant de donner la parole à au docteur Gianluca Berruto, que l'eau a été aussi un instrument de guerre. Parce que, quelque part, l'unité italienne a été réalisée aussi grâce à l'arme de l'eau. Parce qu'en 1859, quand l'Empire autrichien a attaqué le Piémont et a envahi le Piémont, les paysans de Novara, de Versailles, ont ouvert les canaux pour empêcher les troupes autrichiennes d'arriver à Turin avant que les Français de Napoléon III débarquent à Gênes. Parce que si les Autrichiens étaient arrivés à prendre Turin, l'intervention française aurait été presque impossible. Donc, grâce à cette opération qui a utilisé l'eau comme arme de guerre, quelque part, l'Italie a été faite parce que ensuite, avec l'alliance entre les troupes piémontaises et françaises, il y a eu la bataille de Palestre, de Magenta et de Solferino, et, comment dirais-je,
on a gagné. Mais je ne sais pas s'il y a des Autrichiens dans la salle, mais ils accepteront leur... C'était grâce au canal Cavour qui avait été construit à cette époque, en 1859. Exactement. On a pu un peu arrêter les Autrichiens qui envahissaient les rizières du côté de Novare et de Versailles. Voilà. Et on a permis ainsi de permettre au corps expéditionnaire français d'arriver en temps pour endiguer l'avancée des Autrichiens. Voilà, voilà. Dans l'eau, il y a les guerres pour l'eau et il y a l'eau, instrument de guerre. Alors, Gianluca Beruto, à vous la parole. Merci. Alors, je voudrais remercier moi aussi les organisateurs de cette table ronde, en particulier le professeur Giacone pour son hospitalité et bien sûr l'ambassadeur Cavalchini qui m'a offert l'occasion de contribuer à ce débat. Et je ne vais pas parler enfin, de l'eau comme instrument de guerre ou bien de guerre de l'eau, mais je vais essayer de mettre en évidence certains liens entre les ressources en eau, les problématiques liées à sa gestion, son utilisation et son accès, les flux migratoires et les conflits, bien sûr, qui sont à la base des flux migratoires. Alors, comment peut-on caractériser les relations entre la pénurie des ressources en eau, les flux migratoires et les conflits? La plupart des études analysent mettent en évidence depuis quelques temps que la rareté des ressources environnementales et donc de l'eau peut avoir des impacts significatifs sur les conflits et les flux migratoires. Dans les contextes, en plus, dans les contextes d'une accélération des changements environnementaux mondiaux, ces impacts seront probablement encore plus importants. De nombreuses analyses reconnaissent que ces impacts sont souvent indirects plutôt que directs et qu'il existe des moteurs multiples de conflits et des flux migratoires dont les contraintes environnementales sont sans doute les plus importantes. Dans ces dernières années, l'attention s'est renouvelée sur les relations entre les pénuries et les contraintes environnementales d'une part, et les conflits et les flux migratoires, disons en plus général la mobilité humaine, d'autre part. La politique des pays occidentaux, ainsi que leurs institutions militaires en particulier, ont exprimé grande préoccupation soulignant comment les défis environnementaux liés au changement climatique peuvent fomenter les conflits, miner les capacités institutionnelles et administratives de l'État, exacerber les défis existants en matière de sécurité interne et sécurité internationale, et donc contribuer à l'augmentation des flux migratoires. Mais il existe aussi des assertions plus déterministes à ce sujet, qui envisage en fait un avenir beaucoup plus dramatique ou réaliste. Cela dépend un peu comment on veut voir la situation. Avec le déclenchement des guerres climatiques et des flux des migrants réfugiés climatiques, la question migrants-réfugiés climatiques, on va l'aborder tout de suite, parce qu'il faut préciser au point de vue juridique des choses. Des flux, comme je disais, incontrôlés, qui en fait on peut déjà retrouver dans les soi-disant flux mixtes, qui, là c'est un sujet très actuel, on voit des flux qui arrivent quotidiennement, surtout en Italie et du sud, mais en général du sud vers le nord. Sur un autre plan, d'autres débats insistent sur le fait que les contraintes environnementales sont peu susceptibles d'être des facteurs contributifs aux conflits et flux migratoires. Pourtant, malgré ces différences d'accentuation sur ce sujet, la perception générale de la question est celle de confirmer d'importants liens entre les changements environnementaux, les flux migratoires et les conflits, et que ces liens sont inévitablement susceptibles de s'intensifier et se multiplier dans les prochaines décennies. Aujourd'hui, dans un contexte international, disons, agité, où on assiste à un des plus importants flux de migration, des migrants et réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, dans les derniers 30 années, plus ou moins, les volumes de migration ont en effet triplé. Et les crises hydriques sont mises en évidence par les rapports de plusieurs agences et organisations internationales qui soulèvent des préoccupations majeures pour les décennies à venir. L'importance de comprendre les liens entre
les ressources en eau et les flux migratoires est devenu une nécessité. Et parmi les rapports, je signale à cet égard le rapport annuel de UN Water, le mécanisme interinstitutionnel des Nations Unies pour l'eau douce, le rapport mondial sur les risques globaux de 2006 aussi, le Forum économique mondial. Il y en a vraiment beaucoup qui traitent ce sujet. Comme affirmé par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans la préface du dernier rapport mondial du développement de l'eau, l'eau est un enjeu d'une envergure mondiale et transversale à questions comme la mobilité humaine, les conflits, les catastrophes naturelles et le développement durable. De plus en plus, chercheurs et responsables politiques essayent de trouver des raisons pour expliquer ces flux incontrôlés de migrants et réfugiés en termes de pénurie d'eau qui est souvent engendrée par les changements climatiques. Alors, il faudrait bien faire une clarification à ce point. Il faut plaider pour la prudence et la recherche approfondie, et plutôt que trouver des réponses faciles à des questions qui sont effectivement vraiment complexes. Historiquement, la migration et l'eau étaient liées aux nomades et pasteurs qui se déplaçaient, et qui en effet se déplacent encore, pour chercher de l'eau et de la nourriture pour eux-mêmes et leurs animaux. Les nomades, en particulier ceux qui sont présents encore en Afrique, Moyen-Orient et Asie, vivent leur vie en fonction de l'endroit où ils peuvent trouver des moyens de subsistance. Les nouveaux développements du débat sur ces sujets, eau et flux migratoires, tentent de voir les liens entre la pénurie d'eau, qui inclut aussi la variabilité naturelle, la mobilité humaine, donc les flux migrateurs, ainsi que les conflits. Il est important de ne pas tirer des conclusions hâtives en ce qui concerne les liens de causalité à cet égard. En fait, la disponibilité d'eau douce n'a pas réussi à satisfaire adéquatement sa demande, surtout dans la plupart des régions d'Asie, d'Afrique et Moyen-Orient. En plus, la perte de moyens de subsistance due à l'augmentation de la pénurie d'eau et à la variabilité naturelle du climat, bien sûr, pourrait forcer les personnes touchées par ces phénomènes à migrer. En fait, c'est déjà le cas. Il y a des gens qui migrent pour cette raison. La pénurie d'eau devient de plus en plus problématique en raison du changement du climat au niveau global. Et le changement climatique peut également modifier la précipitation, ce qui peut entraîner une augmentation des inondations et également des sécheresses et de l'érosion des sols dans les régions tropicales, surtout dans les régions tropicales et arides du monde. En ce sens, le changement climatique exacerbe les phénomènes tels que la variabilité climatique naturelle. Alors, le problème du déplacement de la population à cause du changement climatique est de plus en plus perçu comme l'une des principales crises de notre époque. Même si à ce jour, ces préoccupations ont la tendance à être considérées encore comme, malheureusement, comme périphériques. Cependant, la taille supposée du phénomène, avec une projection possible à peu près d'1 milliard de personnes déplacées dans l'avenir, est maintenant contemplé et observé comme l'un des plus importants sujets dans l'agenda politique mondiale. Au moins, on l'espère qu'on va avoir aussi des prises de position beaucoup plus effectives sur ce sujet. Alors, à ce point, je pense que c'est bien de clarifier la question liée à l'utilisation du terme réfugié climatique. Au point de vue juridique, il n'existe pas à ce jour aucune définition internationale acceptée, partagée concernant la mobilité humaine liée à des raisons environnementales. Il existe par contre une proposition, une définition du travail proposée par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui essaye de saisir la complexité des questions, et je vais citer cette définition. On appelle migrants environnementaux les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental, soudain ou progressif, influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou les quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l'intérieur de leur pays ou en sortent.
Les personnes qui migrent pour des raisons environnementales liées au changement climatique ou à la pénurie de ressources en eau, etc., ne tombent pas donc d'une façon directe et claire dans un cadre juridique ou bien une catégorie spécifique juridique prévue dans le droit international des réfugiés. Le terme réfugié environnemental, réfugié climatique n'ont pas de fondement juridique en droit international des réfugiés. Et sur ce sujet, il y a un consensus croissant parmi les organisations concernées, y compris le HCR, le Commissariat pour les réfugiés, que leur utilisation doit être donc évitée puisque ces termes sont trompeurs et pourraient miner le régime juridique international pour la protection des réfugiés. Alors, comment il faut protéger cette personne au point de vue juridique? Les personnes qui se déplacent pour des raisons environnementales, elles sont protégées par les droits internationaux des droits de l'homme. Et en outre, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en raison des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, sont protégées par des dispositions qui se trouvent dans les principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Et c'est un document rédigé dans le cadre des Nations Unies. Et bien sûr, comme a été bien rappelé par l'ambassadeur Cavalchini, il y a le droit international humanitaire qui doit trouver application dans une situation de conflit armé qui déclenche des effets très importants sur la protection des sites de la population civile et sur l'environnement. Bien que le terme réfugié environnemental a été largement utilisé, compte tenu de la connotation juridique spécifique du terme réfugié, il semble plus approprié, j'ose dire qu'il est approprié de parler des migrants environnementaux. Alors, en revenant sur le sujet du lien entre les ressources en eau et les flux migratoires, la pénurie de nourriture et les difficultés à accéder aux ressources en eau obligent un grand nombre de personnes à franchir les frontières internationales. Ces phénomènes inquiètent de plus en plus la communauté internationale, en particulier parce que les mouvements migratoires de masse créent potentiellement des problèmes de sécurité pour les États. Et c'est là, je pense qu'aujourd'hui, on est bien conscient de ce problème. Néanmoins, ce type d'analyse fournissent sans doute des réponses trop simplifiées à des questions profondément compliquées. Il y a très souvent de nombreuses raisons, y compris les facteurs push and pull, qui poussent les gens à se déplacer, fuir et donc à migrer. Généralement, les raisons qui sont derrière un mouvement migratoire et au flux de réfugiés, comme par exemple la mauvaise gouvernance et la gestion de l'eau et des terres, sont souvent omises lorsqu'on analyse les causes principales des flux migratoires. Il semble plutôt facile de condamner tout court la sécheresse et les changements climatiques et les conflits, comme cela a été de plus en plus le cas. Aujourd'hui, quand nous avons vu, par exemple, les flux très importants de réfugiés provenant de la Syrie, déchirés par les conflits, mais aussi de l'Afghanistan, de l'Irak et d'autres pays du Moyen-Orient, par exemple, se diriger vers les pays voisins, ainsi que de plus en plus arrivés jusqu'en Europe, plusieurs questions ont été soulevées au sujet des liens entre conflits, pénurie d'eau, changement climatique, sécheresse et mouvements migratoires. Concernant la Syrie, selon le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le début du conflit, presque 5 millions de personnes ont fui la Syrie. 6,3 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays à cause du conflit et à cause aussi de ce qu'on vient de dire, de la pénurie d'eau et des contraintes environnementales. Et on va voir dans la deuxième intervention aussi un peu plus en détail des situations spécifiques à la Syrie. Et 13,5 millions sont en situation de besoin, les soi-disant people in need. Et donc il a inévitablement besoin d'assistance, d'intervention au point de vue de l'assistance dans ce pays. Si on veut adopter une approche pragmatique pour essayer de promouvoir et mettre en place des politiques qui touchent les racines de ce phénomène, il est impératif de comprendre les raisons qui sous-tendent ce phénomène et les liens possibles entre les ressources en eau et les flux migratoires. Dans un contexte où on met de plus en plus l'accent sur le lien entre les différents domaines thématiques et en essayant d'éviter des approches limitées et non partagées, comme on dit en anglais, le silo approach ou le silo mentality, il est important de voir comment le phénomène migratoire peut être considéré
dans le contexte spécifique des débats sur l'eau, climat, énergie et alimentation. Ces 4 domaines sont devenus plus importants, surtout au point de vue politique, voire stratégique, pour les pays du Moyen-Orient et également pour toute la région. L'impact global de l'instabilité dans la région du Proche-Orient s'est manifesté notamment dans les premiers 6 mois du 2015, lorsque la migration de la région vers l'Europe a augmenté substantiellement. Cependant, le nombre de réfugiés entrant des pays voisins, Turquie, Jordanie et Liban, était beaucoup plus élevé. La sécurisation de l'eau reste probablement un des enjeux majeurs dans la région, étant donné la raréfaction progressive des ressources en eau due à la croissance démographique et à la croissance de la population de réfugiés, à la dépendance des ressources hydriques transfrontalières et à une situation politique pas vraiment stable dans la région. La demande en eau augmente plus que proportionnellement par rapport à la croissance de la population, puisque les modèles de développement liés à l'urbanisation, et je rajoute industrialisation, imposent de satisfaire les besoins en eau en anticipant en fait les besoins futurs. C'est-à-dire qu'on va consommer plus que son a besoin, soit au point de vue du consomme domestique, soit au point de vue de l'industrialisation, de l'usage industriel. Donc, on investit dans les besoins induits, accélérant ainsi une crise de ressources en eau qui va bientôt exiger la redéfinition des relations internationales où les ressources en eau, on l'espère, joueront le rôle de facteurs unificateurs. Selon la plupart des prévisions, le défi supplémentaire des variations climatiques ainsi que les changements climatiques lui-même conduiront à des températures plus élevées et donc à une plus grande et rapide évaporation et à moins de précipitations qui vont aggraver la carence d'eau. Alors, on disait donc que selon la plupart des prévisions, le défi supplémentaire des variations climatiques ainsi que le changement climatique lui-même conduiront à des températures plus élevées et à moins de précipitations qui vont aggraver la carence d'eau. Ouais. Je vais essayer de reprendre après la question du changement climatique et la sécurisation de l'eau et donner aussi 3 situations spécifiques Liban, Syrie. Moi, avant les 3 interventions qui vont conclure cette table ronde, très intéressante pour les choses que vous avez dit, vous 3, je relance quand même la question à la base de cette table ronde. Vous avez expliqué le contexte. Maintenant, la question est les leçons à tirer des guerres de l'eau pour un avenir de coopération et de paix. Alors, quelles sont ces leçons, monsieur l'ambassadeur Giancarlo Leo? Peut-être je vais répondre indirectement à votre question. Alors, je disais à la conclusion de mon intervention de tout à l'heure que les techniques que je vais esquisser pour venir à bout des problèmes de la rareté de la ressource eau ne pourraient pas être efficaces si la coopération et la solidarité internationale n'arrivaient pas à l'emporter sur les conflits potentiels qui pourraient marquer notre avenir. Alors, à cet égard, je voudrais avant tout rappeler qu'après plus de 15 ans de débats sur la question, le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une résolution qui déclare que le droit à une eau potable, propre et de qualité est un droit de l'homme, indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Un indiscutable progrès a été donc accompli au plan international. Le problème qui se pose est de voir comment rendre ce droit effectif et opposable, afin qu'il ne reste pas un vœu pieux. Et il faut dire à cet égard que peu à peu, le droit à l'eau fait son chemin dans le monde. L'Afrique du Sud a été un des premiers pays à inscrire dans sa constitution en 1996 le droit à l'eau. Mais quelle est finalement la dimension internationale, ou pour mieux dire interétatique, de l'accès à l'eau? L'ambassadeur Cavacchini a fait plusieurs cas, on a esquissé déjà beaucoup d'éléments importants.
je voudrais dire que dans le monde, on compte 263 bassins transfrontaliers. Un tiers est partagé par plus de 2 pays et 19 par plus de 5. 5 bassins, le Congo, Niger, Nil, Rennes et Zambèze, sont partagés par 9 à 11 pays, tandis que 13 autres, parmi lesquels Amazon, Merdaral, Gange-Brahmapoutre, Jourdain, Mekong, Tigre-Euphrate, Vistule, comptent de 5 à 8 pays riverains. Le Danube traverse le plus grand nombre de pays, 18 au total. Donc, le total des surfaces terrestres couvertes par ces bassins transfrontaliers représente 47% des terres émergées hors Antarctique et 90% de la population mondiale. En Afrique, l'interdépendance hydrologique est particulièrement évidente. Le découpage artificiel des frontières il y a plus d'un siècle y a laissé 90% des eaux de surface et 3/4 de la population située dans des bassins transfrontaliers. Or, si des problèmes très importants se posent pour les usages concurrents des ressources en eau, les langues des bassins fluviaux transfrontaliers, la situation devient encore plus complexe pour les lacs. Les frontières, par exemple, des 5 États riverains de la mer Caspienne, Russie, Kazakhstan, Turkménistan, Iran et Azerbaïdjan, ne sont pas bien délimitées. Et indifférents opposent même ces États sur la classification de ces réservoirs en tant que mer ou lac. La situation des aquifères transfrontaliers, les grands réservoirs souterrains, est encore plus grave parce qu'ils ne sont pas délimités, bien évidemment par des frontières. Les ressources en eau sont normalement invisibles aux utilisateurs tant qu'elles ne sont pas prélevées, ce qui conduit à leur rapide épuisement par crainte qu'une éventuelle quantité restée épargnée puisse être utilisée par autrui. Et il faut remarquer que ces aquifères transfrontaliers, presque 600 dans le monde, représentent souvent l'unique source d'approvisionnement dans les zones arides ou semi-arides. Alors, les multiples interdépendances internationales que je viens d'esquisser en quelques mots posent donc une question cruciale. Et là, je répondrai peut-être à votre question. Les tensions sur l'eau peuvent-elles être une cause ou sont-elles plutôt une conséquence des situations de conflit entre pays? Certains experts n'hésitent pas à pronostiquer qu'au XXIe siècle, l'or bleu prendra la place de l'or noir dans le conflit entre États. Et en 2015, le Forum économique de Davos a placé pour la première fois en tête des risques futurs le conflit lié à l'eau. Pourtant, depuis l'aube de l'humanité, jamais une guerre de l'eau au vrai sens du terme n'a opposé des nations, à l'exception de celle entre les deux cités-États déjà mentionnées par l'ambassadeur Cavalcini, mais ça se passait vers 2500 avant Jésus-Christ, donc une époque assez lointaine. Et là aussi, si on examine bien le cas, la qualification de guerre de l'eau est un petit peu douteuse. On peut observer une grande variété de situations de tensions internationales liées à l'eau. En 1986, la Corée du Nord a annoncé la construction d'un grand barrage sur le fleuve Han en amont de Séoul, justifié par la production d'hydroélectricité, mais pouvant être utilisé pour détruire la capitale sud-coréenne. Et pendant la guerre du Golfe, la coalition alliée a considéré la possibilité d'utiliser le barrage Atatürk, déjà mentionné auparavant, situé sur l'Euphrate en Turquie, pour couper l'accès à l'eau de l'Irak. La Chine et l'URSS, tout le monde s'en souvient, ont perdu 3000 soldats en 1969 dans un conflit concernant la partie de leur frontière délimitée par le fleuve Ussuri. Et des tensions interethniques entre Mauritanie et Sénégal à propos de l'accès à l'eau sur le fleuve Sénégal, marquant la frontière entre les deux pays, ont fait 400 victimes en 1989. Or, certains conflits d'eau sont la conséquence de revendications territoriales, comme c'est le cas déjà mentionné entre Israël et la Syrie à propos du plateau du Golan, où se trouvent les sources principales du lac de Tibériade et du Jourdain. Autre
cas, ce qui se passe entre le Pakistan et l'Inde à propos du Cachemire et ses répercussions sur le bassin de l'Indus. Il est évident à cet égard que les rapports de force jouent un rôle important au cœur de ces tensions. La Turquie est dominante en amont du bassin Tigre-Euphrate, ce qui lui a permis de construire 654 barrages, dont 241 de grande ampleur, dont le barrage Atatürk déjà mentionné, accentuant ainsi la situation de dépendance de la Syrie et de l'Irak en matière de ressources non renouvelables. Cas très intéressant, celui d'Israël et de ses voisins. Après la guerre des 6 jours, Kavarkin a déjà plusieurs fois mentionné, la quasi-totalité du bassin du Jourdain est passée sous le contrôle d'Israël, au détriment des territoires palestiniens et de la Jordanie, qui ne bénéficient plus de 10% des ressources disponibles. Autre cas important, celui du bassin du Nil, vital pour l'Égypte, et la construction du fameux barrage de la Renaissance par l'Éthiopie préoccupe évidemment beaucoup l'Égypte, qui auparavant s'était vu attribuer par un traité de 1921 les 2 tiers des ressources nucléaires. Donc, le droit international énonce des principes qui visent à pondérer les principes de souveraineté qui s'appliquent à l'eau comme aux autres ressources naturelles afin de protéger les pays non dominants sur les bassins hydrographiques. Donc, le principe de l'utilisation raisonnable et équitable des ressources, interdiction de polluer les cours d'eau, obligation de coopérer pour la gestion des eaux partagées et autres encore. Or, on pourrait objecter que ces principes peuvent donner lieu à des interprétations différentes, et c'est vrai. Mais des pas en avant très importants ont été accomplis avec l'entrée en vigueur en 2014 de la Convention de New York sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, qui a codifié les principes que je viens de mentionner. Donc, des pas en avant très importants ont été accomplis pour ce qui concerne le principe de la coopération. Un principe qui l'emporte de plus en plus, même si à des degrés d'intensité différents. En particulier, je vais faire quelques exemples. Le principe du partage des bénéfices de l'accès à l'eau commence à s'imposer. Le Brésil achète au Paraguay l'électricité produite par le barrage d'Itaipú, situé sur le rio Paraná, et l'Inde achète celle produite par le barrage Tala, situé sur le Lac au Bhoutan. Et même s'il y a des points de forte friction, comme on l'a déjà dit, entre Éthiopie et Égypte à propos du barrage de la Renaissance, des études démontrent que dans le bassin du Nil, la construction par l'Éthiopie de 4 barrages en amont pourrait comporter des bénéfices importants aussi pour l'Égypte. Je voudrais dire donc, en conclusion de cet exposé, que le défi de l'accès à l'eau peut être relevé au plan national selon les différentes modalités techniques déjà évoquées. Sur le plan international, l'accès à l'eau continuera à représenter une des différentes modalités de confrontation entre deux parties qui se trouvent déjà en situation de conflit ou de guerre. Mais il est fort improbable, à mon avis, qu'une situation de conflit ou de guerre trouve sa cause dans des difficultés d'accès à l'eau. Mais c'est la coopération accompagnée d'une robuste volonté politique qui, malgré tout, doit être la base de la solution des problèmes. Et permettez-moi, à ce propos, de terminer avec un mot d'espoir qui me vient à l'esprit, ayant été en poste dans les années lointaines en Israël. Le problème de l'eau est crucial, comme je viens de le dire, entre Israël et ses voisins. Il a joué un rôle très important dans les accords de Oslo, qui avait institué un organisme, le Joint Water Committee, chargé de s'occuper des questions liées à l'eau. Un organisme dont l'efficacité est restée plus ou moins lettre morte, surtout pour les Palestiniens, je dois dire. Parce que les Israéliens ont fait toujours des problèmes pour la solution des questions qui étaient au cœur des besoins des Palestiniens. Mais à propos de lettres mortes, et toujours dans le contexte de l'eau, il y a le problème causé par l'état de la mer morte, dont le niveau baisse d'environ 1 mètre par an depuis un demi-siècle. Et déjà maintenant,
je ne sais pas si vous avez été à la mer Morte, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, parce qu'on n'arrive pas, on reste toujours, on ne peut pas nager, hein, mais on peut lire tranquillement, sur l'eau, on peut, hein, parce que le taux de salinité est très très élevé, entre 25 et 25% par rapport au taux normal de salinité des mers qui se situe entre 2 et 4%. Donc, au fil du temps, le débit du Jourdain qui coule du lac d'eau douce de Tibériade vers le golfe d'Aqaba et qui alimente la mer Morte, c'est presque tari. Le risque est qu'en 2050, au rythme actuel, il risque de se transformer en un véritable désert de sel. Après de longues négociations, en 2013, Israéliens, Jordaniens et Palestiniens sont tombés d'accord pour construire une canalisation de 180 km de long pour relier, en exploitant les dénivellements, parce que la mer Morte se situe 400 mètres au-dessous de la mer, et de construire cette canalisation qui permettrait de pomper 300 millions de mètres cubes d'eau par an. Et ce projet fait partie d'une grande usine de dessalement qui permettrait de transformer l'eau traitée en énergie hydraulique au bénéfice de toutes les populations. La Banque mondiale a donné feu vert à la réalisation de ce projet et en novembre 2016, donc assez récemment, le ministère jordanien de l'eau et de l'irrigation a annoncé avoir choisi 5 consortiums internationaux pour sa réalisation. Et or, je vais croire que cette œuvre imposante, une fois démarrée et souhaitablement achevée, puisse aider à renverser le cercle vicieux du conflit de l'eau qui envenime le conflit existant entre Israéliens et Palestiniens et à ouvrir la voie à une coopération non seulement limitée à la satisfaction des besoins hydriques, mais à un avenir de compréhension accrue et, pourquoi pas, de paix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ambassadeur Kamarki. Voilà. 3 considérations. La première, j'ai parlé tout à l'heure d'une responsabilité de protéger. C'est-à-dire, il y a une action collective décidée par le Conseil de sécurité toutes les fois qu'il y a un conflit armé et toutes les fois que les populations, la vie de la population est mise en cause. Mais le droit international dit de l'eau a aussi d'autres normes, et en particulier 2 conventions, la convention de New York, d'Helsinki de 1992 et la convention de New York de 1997. Ce sont 2 conventions qui concernent la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de 263 cours internationaux de l'eau. De ceux 263, seulement 158 tombent sous le coup d'une réglementation entre, disons, l'État qui font partie du bassin de ce cours transfrontalier. Donc là, il y a un problème à voir. Ça, ce sont... Je voudrais maintenant parler d'une nouvelle conception d'une politique de l'eau à l'heure actuelle. Alors, il faut partir aussi ici de constatations très claires. Avant tout, nous constatons que dans l'ensemble des pays en voie de développement, les usages agricoles de l'eau sont les plus fréquents. Puis suivent les usages domestiques, c'est-à-dire alimentation, soins du corps, entretien du foyer, etc., la protection d'électricité et la protection industrielle. Alors, si on tient compte de la pénurie de cette ressource, c'est-à-dire de la pénurie de l'offre par rapport à la demande croissante d'eau, alors le véritable problème, c'est de définir une conception globale de la gestion d'un bassin au-delà de la nature du développement à privilégier dans les sociétés concernées. Alors là, il y a des problèmes. Ce sont les valeurs et les critères
Parce que, pour exemple, je disais tout à l'heure, par exemple, en Égypte, on veut l'eau pour l'irrigation, tandis qu'en Éthiopie, on veut l'eau surtout pour faire marcher des centrales électriques. Alors, il y a vraiment un problème d'un accord pour partager au mieux l'utilisation des réseaux hydriques. Et là, il y a un autre problème. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant que les États directement concernés entrent dans le jeu. Mais c'est surtout, disons, une obligation de la communauté des États. Parce qu'il y a des problèmes d'investissement dans les grandes infrastructures. Et là, je me réfère à un problème tout à fait d'extrême importance, qui est l'exploitation et le traitement des eaux usées. Il y a un rapport des Nations Unies de 513 pages qui est sorti il y a une semaine. Il y a aussi un avant-propos du directeur, de la directrice de l'UNESCO ici, où on parle du problème du traitement des eaux usées. Et ceci pour épargner l'eau qui doit être employée à des fins, disons, alimentaires, surtout. Et il faut là aussi, et c'est pour cette raison qu'il faut un engagement de la communauté des États, surtout des États développés, car il s'agit surtout d'exploiter les réseaux, les techniques plus modernes pour le traitement des eaux usées et surtout pour ce qu'on fait déjà dans l'espace. Les gens qui vont dans l'espace emploient déjà des techniques qui concernent surtout le traitement des sous-produits des eaux usées, qui sont l'azote, le phosphore, etc. Alors pourquoi pas, vis-à-vis d'une demande croissante, par rapport, disons, à une offre qui ne croît pas à la même, disons, fréquence, je dirais, pourquoi pas nous poser le problème d'une exploitation de l'eau qui engage tous les pays, pas seulement les pays directement concernés, mais aussi et surtout les pays développés. Alors, il faut encourager les États à garantir un accès à l'eau pour toutes les populations. Voilà le principe d'un droit à l'eau pour toutes les populations. Et il appartient au pouvoir public de veiller au respect des normes sanitaires et de réguler le prix de l'eau. Là, c'est aussi un problème important. Parce que la véritable conquête dans les politiques de l'eau, dans ces derniers temps, quelle a été? Que l'eau n'est pas seulement un bien renouvelable, mais c'est un bien qui doit servir pour un développement durable du niveau social et économique des pays concernés. Alors, vis-à-vis de ce problème, je crois que c'est très important que la coopération soit étendue aux pays en voie de développement. Et permettez-moi, il ne s'agit pas seulement, évidemment, de répondre à des besoins urgents, tels que la sécheresse. Je pense par exemple au problème du lac Tchad, qui voit malheureusement une sécheresse qui a commencé dans les années 50 et qui concerne 5 États directement concernés par le lac Tchad. Je ne pense pas seulement aux coupures, au débit, disons, irrégulier. Il est indispensable de rechercher des alternatives durables à un problème beaucoup plus général. Et là, il faut engager un processus de responsabilisation et de modernisation de la part de la communauté des États. Une bonne gestion de l'eau doit s'accompagner d'un développement
d'un État, surtout d'un pays en voie de développement, à travers des choix qui soient responsables et des choix rentables, tant pour l'alimentation locale que pour l'exploitation et l'équilibre de l'économie de ces pays. Là, c'est véritablement un point très important. Et permettez-moi, à ce propos, de vous dire quelque chose qui fait un peu partie, disons, d'une expérience personnelle que je conduis dans le cadre d'une association qui est en Italie, à Turin, qui s'appelle HydroAid, un institut international de l'eau pour le développement, qui a commencé ses travaux qui a été créé en l'année 2000 et qui lui a été décerné en 2011 par le Conseil économique et social des Nations Unies, l'ECOSOC, le statut de consultant. Là, nous avons une philosophie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons d'entraîner et de former les gens qui, dans les pays en voie de développement, s'occupent surtout de l'utilisation la meilleure de l'eau. Et nous le faisons à travers différents, disons, modèles. Il y a un entraînement à distance, il y a un traitement évidemment in situ, et puis évidemment il y a aussi une formation en faisant visiter des endroits en Italie surtout, où il y a des centrales hydroélectriques, où il y a des endroits où on fait les traitements, disons, des eaux usées. Et là, c'est vraiment un problème très important. Mais je dirais qu'à la base de notre apprentissage et de notre formation, il est essentiel de développer la culture d'un bien qui n'est pas la prérogative d'un groupe restreint de personnes, mais celle d'un bien qui appartient à tous et qui constitue un droit inaliénable. Là, c'est vraiment un problème important parce que l'entraînement ne concerne pas seulement les données techniques. Il y a des données qui vont au-delà des données techniques. Et je pense surtout au problème d'un développement soutenable d'un territoire qui a comme pour but celui d'assurer aux populations concernées leurs besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, jouir d'une bonne santé, arroser les cultures, produire de l'électricité pour des fins soit industrielles que domestiques. Et il me semble utile, et là je me termine, d'ouvrir quand même une parenthèse sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qui est à la base de la formation que nous dispensons par nos réseaux. Nous avons jusqu'à maintenant, disons, notre formation a concerné 2000 personnes, dont 85% de ces personnes sont employées dans des établissements publics des pays en voie de développement. Un problème important qui concerne l'insécurité alimentaire, qui concerne les maladies, je pense au choléra, dans certains pays, surtout de l'Afrique, au sida, qui concerne le manque de soins, l'éducation sanitaire et nutritionnelle à tous les niveaux est indispensable pour améliorer le mode de vie des gens. Et ce n'est pas suffisant de créer des réseaux pour l'utilisation des eaux dans les grandes villes. Je pense par exemple au Caire, 20 millions d'habitants. Je pense à l'Éthiopie, je me rends la semaine prochaine à Addis Abeba, où il y a 9 millions de personnes qui manquent de l'eau. Eau qui utilisent pour boire des eaux usées, avec toutes les conséquences. Donc, véritablement, le problème de l'eau n'est pas un problème limité aux données techniques, il y a des données réglementaires, c'est pour ça que nous tenons beaucoup aussi à faire de l'éducation
dans les établissements publics et privés qui gèrent, surtout dans les grandes villes, la distribution et le traitement des eaux. Ça, c'est vraiment important, surtout pour ce qui concerne le traitement des déchets, aussi bien liquides que solides. Et alors, dans le passé, évidemment, l'éducation nutritionnelle a échoué dans la tentative surtout d'améliorer l'apport alimentaire et de réduire la malnutrition. Nous nous sommes aperçus aujourd'hui qu'il faut faire un recours à d'autres méthodes qui sont aussi déterminées par les changements des comportements des gens. L'éducation nutritionnelle, par exemple, dans ces derniers temps, a beaucoup à apprendre des techniques de la publicité, qui a souvent réussi à changer les habitudes et les attitudes alimentaires à travers ce qu'on appelle le marketing social. Et je me termine en disant, je m'en excuse, je parlais de l'eau. Je devrais en tout état de cause de parler plus exactement de l'eau de paix. Parce que la paix est indissociable de l'eau. Parce que la paix est le contraire de la haine qui porte certains États, surtout les États qui sont en amont des fleuves, disons, internationaux, à créer des problèmes pour les États qui se trouvent en aval. Il y a la haine, il y a l'égoïsme, et il y a aussi la transparence. Haine, égoïsme et transparence. Le contraire, non-transparence, pardon, qui est le contraire de la paix. Et si nous voulons vraiment faire quelque chose dans le domaine de l'eau, nous devons penser en termes de eau, de paix. Merci. Ah, merci. Merci. Merci, cher ambassadeur Cavalchini. Et on espère trouver l'eau bénie, l'eau de la paix. Et elle pourrait faire des miracles. Alors, pour terminer, Gianluca Beruto, les 10 dernières minutes. Je vais être très rapide, on a des contraintes horaires. Et donc, pour revenir à votre question, quelles leçons on peut tirer des guerres de l'eau, et pour, disons, terminer un peu aussi mon intervention, je pense que personnellement, la seule leçon et la seule voie qu'on peut trouver pour faire face à ces problématiques d'une façon constructive, stratégique, avec aussi une projection de l'avenir, c'est la promotion et création d'instruments de coopération. Cela a été déjà évoqué plusieurs fois pendant les interventions soit de l'ambassadeur Leo, l'ambassadeur Cavalchini, mais je pense que, bon, d'abord il faut que la coopération au niveau du gouvernement, des agences et des organisations internationales, y compris tous les acteurs régionaux, soit mise au centre du débat actuel dans l'optique d'encourager des politiques publiques efficaces et partagées, visant une gestion des ressources en eau plus équitable et surtout plus respectueuse des droits fondamentaux de l'homme. Et pour conclure, je pense que puisqu'il existe différents instruments de coopération, et on a cité aussi par exemple le Joint Water Committee entre l'Israël et l'autorité palestinienne, mais il y a par exemple l'initiative du bassin du Nil et aussi l'accord qui a été déjà cité pour combattre la contraction de la mer Morte et fournir de l'eau potable à la région d'Israël et la Jordanie. Mais ces instruments, il faut comprendre qu'ils risquent d'être conçus avec des limites intrinsiques évidentes en termes d'efficacité, et si les approches qui conduisent à leur formulation ne prennent pas en compte un effectif renversement de perspective, c'est-à-dire qu'il faut cibler depuis sur les concepts de durabilité, sur le respect des droits fondamentaux de l'eau, visant à une gestion des ressources en eau, comme on a plusieurs fois remarqué, une gestion partagée et plus équilibrée. Voilà, moi je termine là. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Alors merci à vous trois, merci au public, merci
à Roberto Giacone et à la Maison d'Italie et à toute la cité universitaire. Grazie per la vostra presenza.